Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle édition du Monde moderne. Aujourd'hui, nous sommes à la rencontre de Julien Aubert, député de Vaucluse, qui sort un livre, Salaud d'élu, pour parler de ce problème qu'est le populisme, avoir une voix un peu discordante et expliquer ce qu'est le travail finalement d'un élu. Comment vous est venue cette idée de ce livre et pourquoi vous l'avez écrit? Alors l'idée est venue tout simplement, d'abord je suis un député connecté et sur internet, sur Facebook notamment, j'avais beaucoup de gens qui posaient des fois des questions un peu décalées par rapport à la démocratie. Je me suis aperçu d'une part qu'il y avait une suspicion généralisée, une espèce de délit de sale gueule, entre guillemets, délit de faciès. Et puis deuxièmement, des questions tout simplement sur la manière dont fonctionne la démocratie. Par exemple, j'ai voté Hollande en 2012, je n'en suis plus content. Pourquoi est-ce qu'il ne doit pas démissionner? Des règles, des choses qui relèvent essentiellement d'ailleurs de la science politique. Et donc, à un moment donné, je me suis dit, mais pourquoi ne pas finalement prendre tous ces poncifs qu'on écoute à longueur de journée, nous les élus. Les élus, on ne les voit qu'en campagne électorale. De toute manière, ils se battent parce que la place est bonne. La droite et la gauche, ça n'existe plus. De toute façon, tout ça est stérile. Ils sont là pour l'argent. Enfin bon, il y a toute une série, je dirais, de poncifs. Et donc, j'ai souhaité écrire ce livre à la fois pour montrer ce qui était vrai et surtout pour montrer ce qui était faux. Donc il y a un aspect pédagogique qui explique le travail de l'élu, justement, celui qu'on ne voit pas, ce qui se passe ici à l'Assemblée nationale. Pourquoi finalement le citoyen lambda, il est peu intéressé par le travail de l'élu? Ce qui l'intéresse, c'est le clash de la campagne, non? C'est un peu ça, et en fait les Français sont assez paradoxaux. Alors d'abord, je ne parle pas seulement des parlementaires, je parle de tous les élus, Mhm. pour bien montrer justement d'ailleurs que certaines critiques ne peuvent pas s'adresser à tous, loin de là. Et puis deuxièmement, oui, effectivement, il y a une forme de paradoxe. Ça, par exemple, les gens vous disent, ah ben, c'est scandaleux, en hémicycle, il n'y a personne, vous êtes payé à ne rien faire. Et en même temps, je me suis aperçu dans des études que les députés qui travaillaient le plus en hémicycle avaient moins de chances d'être réélus. Et donc, ce sont des paradoxes comme ça qui sont effectivement intéressants. Les Français, par exemple, reprochent lorsque ça devient stérile, lorsque finalement on ne parle pas du fond. Et puis, quand on organise un débat, on sort d'un débat sur les primaires, on vous dit, ah, quand même, c'était long, c'était ennuyeux, parce qu'il n'y a pas eu, il n'y a eu que une bataille de chiffres, de techniques. Et donc, effectivement, il y a cette double attente de la part des Français. Est-ce qu'il n'y a pas aussi un problème par rapport à l'élu qui est un peu schizophrène entre la façon qu'il a d'être à la fois représentant d'une région, d'une ville, d'un territoire, et puis d'avoir un rôle à jouer dans un appareil de parti où là, on sent qu'il y a quand même un temps, un parti long de se positionner, d'être là. Est-ce que là, comment vous gérez ça, par exemple? Vous n'avez pas pris position dans la primaire. Comment ça marche? Oui, effectivement, en réalité, le travail d'un élu se répartit. C'est-à-dire que le cœur de mon activité, qui est l'hémicycle, on va dire, et les commissions, ça représente peut-être 20% de mon temps, 25% de mon temps. Ensuite, j'ai 50% de mon temps où je suis en circonscription. Et les Français, d'ailleurs, vous le reprochent, hein, si vous ratez une fête locale, vous êtes vécu comme un mauvais élu. Et puis, le reste, effectivement, comme vous le dites, il y a la communication, et puis, il y a aussi la politique, avec un petit p ou avec un grand P, mais c'est pas seulement le parti, hein, ce sont tous les échanges du débat national qui ne se font pas uniquement en hémicycle, loin de là. Et où se font les échanges? Alors après, c'est à la rencontre des citoyens, mais c'est aussi avec la presse, les médias. L'élu, il est un peu tout le temps en représentation aussi. C'est un peu ça le problème. On lui demande trop, non? Il est en interface permanente avec tous les segments de la société, et effectivement, chaque segment projette sur lui ses désirs, sans forcément d'ailleurs comprendre toujours quel est son positionnement, quels sont ses moyens réels d'action, qu'est-ce qu'il peut faire. Par exemple, dans une commune, le maire d'une petite commune se retrouve souvent à être le menuisier, maçon, garde de parking, animateur de soirée, psychothérapeute, grand mamamouchi des élections. Enfin, il a plusieurs casquettes et tout ça pour un salaire, une indemnité qui est proche de 500-600 euros dans les petits villages. Et ça, les gens voudraient toujours plus, mais en même temps, ils vont vous dire, il est hors de question de payer trop les élus parce que sinon, ça montrerait qu'ils sont là pour autre chose que l'intérêt général. C'est ce que j'appelle la tentation de Saint-Just dans mon livre, l'idée que finalement on devrait avoir des saints. Alors, on n'a pas des saints, et c'est peut-être aussi le problème du populisme qui monte, c'est que parfois les plus visibles sont pas forcément non plus les plus recommandables. Est-ce que ça, c'est pas un problème? Et comment ça se gère aussi au sein d'un parti, au sein d'une famille politique, pour dire non, ça, c'est pas possible, on peut pas avoir des élus aujourd'hui avec autant de casseroles? Alors, d'abord, il y a deux réponses qu'on peut apporter à votre question. La première, c'est que 77% des Français pensent que leurs parlementaires sont corrompus.
Et sur 600 députés, ça n'est pas vrai du tout. Ça dépend de ce qu'on appelle la corruption, et même si on prend des faits objectifs qui sont des condamnations, en réalité, c'est une infime minorité. Et les études d'Amnesty montrent d'ailleurs, Amnesty International montre d'ailleurs qu'en France, la proportion d'élus condamnés est très faible. Alors vous allez me dire, oui, mais peut-être la justice fonctionne mal. Et c'est vrai que dans ce pays, on a tendance parfois à massacrer médiatiquement et à absoudre judiciairement. On pourrait peut-être faire l'inverse. Ensuite, effectivement, il y a un deuxième sujet qui est la manière dont les partis politiques gèrent ce type de solution. Et là, on est vraiment sur quelque chose qui, à mon avis, n'est pas bon du tout. Mais j'essaie d'expliquer qu'en réalité, il y a une forme, pas d'entre-soi, mais c'est comme une communauté. Quand vous connaissez quelqu'un depuis 20-25 ans, parce que vous avez fait votre carrière ensemble, et que subitement, il est soupçonné ou voire condamné, les liens humains sont parfois plus forts que le raisonnement rationnel. Alors, effectivement, quelqu'un qui écouterait cette émission vous dirait, mais non, mais je ne comprends pas pourquoi, mais je pense qu'il faut se mettre un peu dans la même situation que vous apprenez que votre cousin subitement est condamné. Et on vous dit, bah, il faut lui tourner le dos. Ah, vous allez dire, bah non, quand même, c'est mon cousin. C'est un peu ce fonctionnement-là en politique. Alors, ça veut dire, il faut quand même dire qu'il faut, à mon avis, améliorer et prendre nos responsabilités quand vous avez des gens qui sont condamnés pour les exclure. Et avant ça aussi, avoir peut-être aussi des mesures d'exemplarité. Il y a aussi des mouvements citoyens maintenant pour demander à ce que les élus n'aient pas de casier judiciaire non vierge. Qu'est-ce que vous pensez de ce type de mouvement? Est-ce que ça c'est du populisme ou est-ce que c'est du bon sens? Non, c'est du bon sens. Moi, je l'avais proposé dans une élection municipale. J'étais la seule liste à le faire. On est arrivé troisième. Preuve que c'est pas du tout l'objectif, enfin, que les Français réclament ça, mais ils vont pas forcément en faire un élément de vote. Et j'en veux pour preuve que, alors que des élus sont bien connus pour être fortement soupçonnés, voire condamnés, ils sont réélus. Le bon exemple dans ma région, c'était M. Guérini, dont tout le monde savait qu'il avait des affaires judiciaires et ça ne l'empêchait pas d'être réélu. C'est toujours le problème de la démocratie. La justice est rendue au nom du peuple. Qu'est-ce qu'on fait lorsque la loi dit blanc, mais que le peuple dit noir? Là, on a un clash, effectivement. Vous avez dans ce livre des propositions iconoclastes. Est-ce que vous pouvez en détailler quelques-unes, notamment sur le mandat présidentiel, le mandat d'élu également à l'Assemblée nationale et ailleurs, et pourquoi vous proposez ces mesures? Est-ce que c'est pour jeter un pavé dans la mare ou derrière il y a vraiment un besoin démocratique? Pour aller à l'inverse de ce qu'on fait aujourd'hui. C'est-à-dire que ma croyance, c'est que ce n'est pas en raccourcissant systématiquement les mandats, en faisant voter tout le temps les gens, en étant perpétuellement en concertation, qu'on rétablira l'effectivité de la démocratie. Or, la raison pour laquelle les gens ne votent plus, c'est que ça ne sert plus à rien, parce qu'ils ont l'impression que de toute façon, quand ils votent, ça ne change pas les choses. Ça vous donne, la droite et la gauche, c'est la même chose. Et puis vous avez derrière tout un problème qui est d'ailleurs dû, à mon avis, à une mauvaise gestion depuis 30 ans, la complexification de la décentralisation, les transferts de souveraineté à l'Europe, qui font que les gens élus ont beaucoup moins de moyens qu'il y a 25 ou 30 ans. Bon, donc par rapport à cela, moi je propose de remettre la maison en ordre de marche et d'arrêter avec des fausses solutions. Le quinquennat était présenté comme la panacée. La réalité, c'est que du coup, on a totalement déstabilisé nos institutions et que maintenant, on a un Premier ministre qui réfléchit peut-être à aller dans une primaire contre son président de la République. On marche complètement sur la tête. Et c'est pour ça que je propose effectivement le décennat pour le président de la République. Alors, tout de suite, les gens disent, mais ça n'a jamais été fait, donc c'est impossible. Le septennat, le septennat, le septennat, ça a été fait. Je crois que c'est intéressant parce que c'est un très bon exemple de notre incapacité à penser différemment. Alors, je vais prendre le décennat parce que c'est un bon exemple. Premièrement, le septennat ne naît pas d'une réflexion quelconque, il naît à la fin du XIXe siècle. Il faut trouver une durée suffisamment longue pour attendre la mort de l'héritier royal. Et MacMahon donc choisit 7 ans, en disant, en espérant que dans 7 ans, l'héritier royal sera mort, il y en aura un autre qui est beaucoup plus favorable à la République. Deuxièmement, en 1946, quand De Gaulle imagine sa future constitution, Michel Debré défend l'idée d'un décennat en disant c'est la durée moyenne d'un roi de France. Finalement, on reprend le septennat, parce que c'était la tradition républicaine. Mais quand vous regardez avant l'instauration du quinquennat, combien durait le mandat moyen d'un président de la République? Eh ben, c'est 10 ans. C'est-à-dire que quand on avait le septennat, on avait de facto 10 ans de mandat présidentiel. Et donc, en instaurant le quinquennat, on n'a pas réduit de 2 ans sur 7, en réalité, on a divisé par 2 le temps moyen de règne, entre guillemets, d'un président de la République, avec les conséquences que ça impose, fragilisation de la fonction présidentielle, et puis concurrence avec le Premier ministre. A l'inverse, je pense que la Chambre, le Parlement, n'est pas assez vivace, et je propose en revanche qu'on renouvelle par moitié tous les 2 ans la Chambre, avec des mandats de 4 ans.
Donc je raccourcis le mandat de député. Et donc ça veut dire qu'au cours d'un décennat, eh bien, vous auriez des mouvements électoraux qui viendraient rétrécir ou agrandir la majorité et donner un avertissement au gouvernement. Et pour organiser la cohabitation, eh bien, je propose, parce qu'elle aura lieu forcément, eh bien, je propose que certains ministres de long terme, je pense à la défense, à la recherche, je pense aux affaires étrangères, la justice, soient rattachés. L'intérieur, pour moi, c'est de la politique du gouvernement. Mais ces quatre ministres soient rattachés au président et que même en cas de cohabitation, ce soit lui qui est sûr. Parce que une réforme judiciaire, c'est pas de droite, c'est pas de gauche. L'armée, c'est pas de droite, c'est pas de gauche. Les affaires étrangères, c'est les intérêts de la France, c'est pas de droite, c'est pas de gauche. Il faut donner du temps à la France et notamment au pouvoir politique pour penser une politique sur le long terme. Alors, c'est le long terme qui manque, on est en campagne permanente. Il y a des candidats aujourd'hui qui se disent candidats anti-système. Qu'est-ce que ça évoque pour vous, ce terme anti-système? Ah, c'est à la mode. C'est à la mode puisque la France est devenue anti-système. Les gens votent systématiquement pour sanctionner ceux qui étaient en place et ils ont tendance à préférer les outsiders aux challengers installés, quels que soient les pays. Donc évidemment, certains, même s'ils n'ont pas forcément d'ailleurs le parcours qui leur permet de justifier de cette approche, proposent d'être finalement, je dirais, l'incarnation. Le meilleur exemple, c'est quand même Madame Le Pen, qui est un modèle dynastique, hein, avec un programme 4ème République, et qui fait croire qu'elle est l'incarnation de l'antisystème alors qu'elle a grandi à Saint-Cloud, dans une très belle propriété privée. Bon. Donc, je veux dire, de ce point de vue-là, c'est plus du positionnement politique. Donc, c'est pas ça qui m'intéresse. En revanche, derrière ce discours, il y a un vrai fait social et économique qui est l'oubli des populations en territoire périphérique, la fracture qui se fait avec les villes et notamment les populations les plus branchées sur la mondialisation et la nécessité effectivement de considérer qu'aujourd'hui notre modèle français est en train de disparaître, sapé dans ses fondations. Et donc il ne faut pas, si vous voulez faire un discours anti-système pour faire un discours anti-système, il faut comprendre que derrière le discours anti-système, il y a une vraie souffrance politique et sociale. Et vous, quel a été le déclic en fait qui a décidé de votre engagement en politique? BFM TV. C'est-à-dire? Écoutez, le matin, je me levais, j'allumais BFM TV et tous les matins, j'avais une polémique. La polémique du jour. Avec des éditorialistes qui se battaient, avec un monde politique qui était toujours en train de dire la petite phrase, le petit mot, le Twitter. Et je me dis, mais c'est n'importe quoi, on est vraiment au niveau zéro de la politique. Et donc, un jour, je me suis dit, bah, au lieu de critiquer devant ton poste de télévision, la démocratie, c'est n'importe quel citoyen peut se présenter, bah, tu vas y aller. Voilà. Et donc, je suis arrivé avec ma petite valisette dans le Vaucluse, où j'avais quelques attaches familiales. Puis j'ai dit à mon père, bah, écoute, voilà, je vais demander l'investiture du parti de l'UMP au Et là, processus. vous étiez un outsider complet, puisque c'était Ah en oui. territoire socialiste. Enfin, vous étiez J'étais quand dans même- une circonscription qui était promise au patron du Parti socialiste. Je connaissais personne à part mon père et ma grand-mère de 92 ans dans le département. Et je ne bénéficiais que du soutien d'Henri Guénaud, qui était conseiller spécial du président de la République, mais qui n'était pas du tout dans les instances du parti. Et donc j'ai pris mon bâton de pèlerin pour expliquer pourquoi je voulais me présenter là, parce que mon grand-père avait été dans la résistance, parce que ma grand-mère habitait là, parce que ma maison familiale se trouvait là. Et puis ensuite j'ai trouvé une suppléante fabuleuse, et puis on a eu l'investiture, et voilà. Et comme on est dans une bibliothèque, j'aimerais vous poser une question aussi sur un des livres qui a compté pour vous dans la construction de votre pensée philosophique et politique, ou plusieurs même. Alors pour moi, le plus grand auteur, c'est Tocqueville. J'ai toujours trouvé que cet homme euh, qui finalement analysait la démocratie en Amérique avait pressenti 2 siècles avant des choses qui allaient se passer. Et ça, c'est incroyable. Et c'est incroyable parce que ce n'est pas seulement une étude théorique, Tocqueville, c'est une étude sociologique. C'est-à-dire qu'en fait, il est allé voir, il a su humer. Il y a une part d'analyse et une part d'analyse concrète expérimentale. Donc pour moi, c'est le modèle, si vous voulez, de la réflexion politique, de la démocratie en Amérique. Puis après, dans ma réflexion politique, je suis un gaulliste. Donc vous imaginez bien que les œuvres complètes du général de Gaulle figurent dans mes classiques. Et une dernière question que je pose à tous les invités. Pour vous, comment vous définiriez le monde moderne? Ah, c'est un monde de paradoxes, le monde moderne. C'est un monde de paradoxes parce qu'il n'a jamais été aussi riche et les gens n'ont jamais eu l'impression d'être aussi en déclin, parce qu'il n'a jamais été aussi ouvert et les tentations de repli n'ont jamais été aussi fortes, parce qu'il n'a jamais autant parlé de modernité et on n'a jamais eu autant l'impression de régresser. Et donc pour la première fois, vous avez une forme de séparation entre la notion de modernité et la notion de progrès.
c'est que les gens considèrent qu'effectivement l'avenir, il est plus forcément moderne. Et c'est intéressant parce que quand vous reprenez la fin du 19e siècle, il y avait une croyance phénoménale des peuples européens pour la modernité. Ils pensaient que ce serait un siècle de paix, ils pensaient que l'humanité progresserait toujours et encore. Et j'avais écrit un article qui s'appelait Que sont nos tours Eiffel devenus, en disant aujourd'hui, si on voulait faire la tour Eiffel, comment ça se passerait? Bah moi je veux dire, ça se terminerait par une plainte du voisinage, des années de, des années de ZAD, et puis à la fin, par un enterrement de première classe pour raison budgétaire. Et ben voilà. Il y aura peut-être aussi une votation populaire. Maintenant, on aime aussi demander l'avis des citoyens, donc Oui, ça, oui. ça change aussi. Oui, il y aurait sans doute une concertation, peut-être une commission, mais à la fin, pas de tour Eiffel. Merci Julien Aubert. Ce livre, Salaud d'élu, que je vous recommande de lire pour comprendre un peu mieux ce qu'est le métier de député. Merci beaucoup.